L'ouverture du mercato approche à grands pas. Toutes les équipes n'ont pas un budget illimité. Il va falloir recruter intelligemment pour certaines et faire de bons coups. Et des bons coups, il y en a à faire dans notre bonne vieille Ligue 1. Voilà, je vous ai préparé 3 attaquants, 3 milieux et 3 défenseurs que je trouve intéressants et qui sont tous valorisés entre 5 et 20 millions grand maximum et dont on n'entend pas forcément trop parler, hein, certains plus que d'autres, mais c'était en tout cas l'occasion de les mettre en valeur en essayant de ne pas reprendre des joueurs dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Premier attaquant, c'est un ailier droit de 21 ans, Dylan Bakwa, le Strasbourgeois. Fin de contrat en 2027. Pour le coup, il risque d'être un peu plus dur à déloger de ce fait. Et puis voilà, il y a aussi Chelsea, tout ça. Enfin, je sais pas ce que ça pourrait donner dans le futur. Mais ouais, franchement, c'est un de mes chouchous de la saison en France. Il a un bilan statistique très intéressant, comme vous le voyez, surtout qu'il évolue dans une équipe avec une production extrêmement faible. Franchement, c'est presque criminel de jouer comme ça, de proposer ça avec un effectif de genre, parce qu'il y a moyen de faire des choses, il y a des bons joueurs à Strasbourg. Enfin bref, pour ceux qui sont pas habitués, ici j'ai fait ce profil statistique à partir des données du joueur par 90 minutes cette saison, club et pays pour ceux qui jouent en sélection, par rapport du coup aux autres joueurs au même poste des 5 premiers championnats européens. Et là, ce que vous voyez par exemple, Elite, c'est le top 10% à son poste, Critique, pire 10%, et le reste c'est de 20 en 20. Comme vous le voyez, il ressort dans les données créatives, c'est le 5e joueur du championnat qui a délivré le plus de caviar cette saison, à égalité avec Savanier, 3 unités de plus que Dembélé. Donc voilà, il aurait pu compter 13 passes décisives avec des coéquipiers plus efficaces. Récemment, j'ai aussi publié les 11 joueurs du championnat qui ont éliminé le plus d'adversaires. Alors vous allez me dire, je vois pas son nom, mais c'est parce qu'en fait, il est 12e. Voilà, il est juste derrière Cherki, 90 adversaires éliminés. Il a une belle technique de dribble, des crochets, des feintes de frappe dans le bon tempo. Il arrive à garder le ballon proche de lui. Il a aussi certaines inspirations vraiment fortes. Je me souviens de la virgule petit pont qu'il avait mis face à Lorient, par exemple. Comme vous le voyez sur le graphique, son axe d'amélioration, ça va être, alors oui, limiter le déchet, mais ça, il est jeune. Vous allez le voir, c'est le cas de beaucoup de joueurs créatifs de la vidéo, en fait. Déchets, créativité, c'est souvent lié. Mais ouais, notamment, voilà, surtout être plus impactant dans le dernier tir. Après, s'il marque peu, c'est pas tant qu'il va rater beaucoup. Une seule grosse occasion manquée cette saison, mais c'est juste qu'il se procure pas tant d'occasions, sauf que forcément, je le répète, mais il joue à Strasbourg et c'est lié parce que tu vas être dans une équipe qui elle-même se crée pas énormément de situations. 5 buts cette saison, 5 la saison dernière, voilà, au moins son bilan n'a pas chuté en passant de la Ligue 2 à la Ligue 1. Mais ouais, sincèrement, Bakwa, je crois beaucoup en lui. C'est vraiment un joueur que j'apprécie, dont on parle peu et sur lequel je mets une pièce. Moi, je mets une pièce sur lui. Il pourrait aisément jouer plus haut, je pense, même pour concurrencer Nouama à Lyon, par exemple, ou Zegrova à Lille. Prochain joueur, Georges Mikotadze. Bon, voilà. Comment ne pas en parler? 23 ans, le mec est revenu à Metz pour traumatiser les défenses du championnat. Identifié comme finisseur mobile par mon algorithme. Donc voilà, pas de surprise. Beaucoup de touches hors de la surface adverse, beaucoup de courses avec ballon et de dribbles réussis. C'est un peu ce qui saute aux yeux quand tu le regardes jouer. Tu vas le voir attaquer les grands espaces, que ce soit en face à face ou en 2 contre 1, ça va être dur de le retenir s'il arrive lancé. On se souvient notamment du but face à l'OL, qui rappelle un peu celui de Gouiri d'ailleurs contre Paris, pour ceux qui se souviennent. Donc voilà, dans le sens où il va mettre un grand pont avant d'aller marquer. Là, ça doit être O'Brien qui se le prend de mémoire. À Paris, je crois que c'était Danilo, qui d'ailleurs a mangé un sale geste de Mikotadze au dernier match, si je me souviens bien. C'est aussi un attaquant qui a une belle palette offensive pour marquer, que ce soit des lobes, comme celui-ci sur Mandanda, qui était d'une justesse, franchement, c'était beau à voir. Mais il a aussi des grosses frappes sous la barre en angle fermé, un bel attirail. On voit que sur les dernières passes, il n'en a pas tant donné. Il n'y a pas trop de caviar. Après, c'est pas forcément ce qu'on va attendre principalement, même s'il y a eu deux, trois quand même belles passes. Niveau occasion de but, c'est vrai qu'en général, il marque sur des situations qui sont assez compliquées. Après, c'est comme Bakwa. Il joue à Metz, donc dans tous les cas, des situations, tu vas pas en avoir des milliers. Mais ouais, franchement, retour fracassant avec 11 buts depuis janvier, dont 2 doublés face à Lens et Brest. Je me souviens que dans la vidéo sur le joueur pour remplacer Jonathan David, la vidéo de data scouting que j'avais fait,
Certains ont pu dire qu'ils attendaient, qu'ils s'attendaient à voir Mikotadze. Bah non, non, pour moi Lille, voilà, c'est la troisième équipe qui attaque le plus lentement en Ligue 1 au niveau des mètres par seconde en possession gagnée vers le but adverse. Ils sont deuxième en possession tout court. Ah non, moi c'est pas un cadre dans lequel j'ai envie de le voir évoluer, hein. C'est d'ailleurs une chose que je pensais aussi pour Kolo Muani quand il est venu à Paris. Après, les gens vont s'étonner que ça marche moins, mais parce qu'en fait, le joueur n'est pas dans les mêmes configurations que celles dans lesquelles il a brillé. À Lille, l'attaque des grands espaces, c'est pas souvent, hein, c'est pas comme par rapport à Metz, c'est un peu le jour et la nuit même. Ça veut pas dire que ça marcherait pas, hein. Ça se trouve, il marquerait même plus là-bas. Il a beaucoup de qualité. En fait, c'est pas que ça peut pas marcher parce que en soi il est fort. C'est plus qu'il ne faudrait pas s'étonner si ça marche pas ou si ça marche moins. Parce qu'en fait, quand tu regardes ces moments forts à Mikotadze, c'est souvent dans des configurations de contre, d'attaque rapide et voilà. En fait, c'est juste que personnellement, je préférerais le voir dans un jeu, voilà, de ce style-là. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Monaco dessus. Pour moi, c'est une bonne idée. Ils aiment le jeu direct. Troisième équipe qui attaque le plus vite en Ligue 1. Voilà, franchement, je sais pas où il va aller, mais j'espère en tout cas que ça le bridera pas. Allez, au suivant. Alors, c'est un milieu, je triche un peu. Milieu offensif, polyvalent, dans le sens où parfois il va être second attaquant, plus rarement, hein, mais aussi parfois sur l'aile de temps en temps. Il est identifié comme créateur de danger par l'algorithme. Bon, ça c'est pas pour rien. Parmi les joueurs de Clermont cette saison, Mohamed Cham, c'est celui qui a le plus marqué, 8 buts, le plus de passes infiltrant la surface de l'adversaire, d'actions amenant un tir, 119 d'adversaires éliminés, que ce soit par la course ou par le dribble. Donc ouais, on est sur un milieu créatif qui du coup certes va avoir du déchet. En même temps, on parle d'un gars autour de 10 millions, hein, mais qui peut vraiment apporter, qui peut trouver des solutions. Faut noter que c'est aussi le deuxième joueur du championnat à égalité avec Golovin, qui a le plus de fois cassé la dernière ligne défensive avec une passe cette saison. Donc voilà, il a une vision de jeu qui lui permet d'apporter ce genre de choses, de faire des différences, de trouver les espaces. Et avec un Clermont qui descend en Ligue 2, moi je me dis que c'est le moment de tenter le coup. Il a 23 ans, fin de contrat en 2026, pas valorisé super cher, puis Clermont qui va peut-être avoir besoin de vendre du coup. Voilà, je serais pas surpris que des clubs montrent un intérêt pour lui au mercato. Le prochain est identifié comme lui aussi créateur de danger. Alors sa barre pour les buts est plus haute. Il en a marqué 5 et pas 8 comme Cham, mais c'est parce qu'en fait il a moins joué et que c'est évidemment pris en compte, je vous l'ai dit, c'est proportionnel au temps de jeu, hein, ces graphiques-là. David Pereira da Costa, donc le jeune Lensois, 23 ans, fin de contrat en 2026. Ce sont un petit peu les mêmes commentaires que pour Cham, c'est-à-dire vraiment la petite patte créative de Lens. On a Sotoka qui a de bonnes inspirations parfois, mais c'est plutôt concentré sur les passes. Là, tu as les passes, qui comme pour Cham vont pouvoir créer des différences offensives, mais aussi l'inspiration nécessaire pour éliminer l'adversaire, que ce soit sur une prise de balle, un petit contrôle orienté ou sur un dribble. Ça fait un moment que je le suis, que je l'aime bien. Dur pour lui en plus parce que Lens, c'est pas vraiment le cadre idéal pour des joueurs dans ce style-là. Dans le sens où c'est une équipe qui va pas forcément rechercher la créativité. L'idée, c'est surtout de construire un groupe de joueurs de devoir et polyvalents. Donc voilà, là-bas, tu n'auras pas des Cherki, des Dembélé, des Zegrova ou autres dans le projet actuel. Si tu regardes les classements des meilleurs dribbleurs du championnat sur les saisons, tu vas rarement voir des Lensois. Donc ouais, vraiment, j'aimerais bien le voir évoluer dans un autre cadre peut-être, à voir comment ça va se dérouler de son côté, mais dans tous les cas, je suivrai son évolution. On enchaîne avec Mady Camara, le Brestois, 26 ans, un peu plus âgé, hein, dans la force de l'âge. Fin de contrat en 2026, lui aussi, un box-to-box. Parfois remis en cause en début de saison, mais il est très vite monté en puissance et il a apporté de la projection, du volume de jeu, des buts, 7 buts marqués cette saison, dont le triplé contre Strasbourg. D'ailleurs, il marque les 3 buts du match, victoire 3-0. Il a aussi marqué contre Reims, Paris, Rennes et Toulouse, donc des bonnes équipes. À Brest, c'est le deuxième joueur après Del Castillo qui réalise le plus d'actions amenant un tir par 90 minutes. Hein. Les autres qu'on voit là au-dessus ont trop peu de temps de jeu pour que ce soit pertinent. Il a cet impact offensif tout en ayant l'activité défensive qui va avec. C'est un petit peu le couteau suisse de l'équipe qui pourrait faire du bien pas mal d'autres clubs. Évidemment, je souhaite aux Brestois de le conserver avec la qualification en Ligue des Champions. Mais bon, ça m'étonnerait pas qu'ils soient un peu observés. S'il y en a un autre qui est très observé également, c'est Kamori Doumbia, l'autre box-to-box de Brest, mais qui était prêté par Reims. Âgé de 21 ans, natif de Bamako, il me semble. On est nombreux à le suivre du côté des analystes.
Il a eu peu de temps de jeu avec le club français, mais 1661 minutes au total si on compte la sélection nationale, qui est prise en compte donc dans le bilan statistique que vous voyez à chaque fois. Sur les 1661 minutes, il a 11 buts, dont 7 avec Brest. On risque pas d'oublier son quadruplé face à Lorient. D'ailleurs, sa reprise de volée lui a offert le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1, si ma mémoire est bonne. En fin d'année dernière, d'année, pas de saison, il avait enchaîné 7 matchs de suite en étant décisif. Il avait délivré 2 passes décisives pendant la CAN et sur la fin de saison avec Brest, il a aussi eu cet état de forme-là. Il a eu ses petites contributions décisives par-ci par-là. Alors vous remarquerez qu'il ressort peu dans les dernières passes, malgré ses 7 passes décisives. En réalité, c'est basé sur le volume et la qualité des caviars qu'il donne, en fait. Voilà, j'en ai parlé plein de fois, mais passes décisives en soi, ça veut rien dire. Là, on s'intéresse aux caviars qui sont donnés, aux fois où il a servi ses coéquipiers dans de très bonnes situations. Et c'est vrai que parfois, c'est ses coéquipiers, finalement, qui ont plus aidé la passe décisive qu'autre chose. En Ligue 1, par exemple, il a créé une occasion claire de but et il a 5 passes décisives. Sinon, au-delà de ça, sur le reste, voilà, je le disais, on est nombreux à l'observer parce qu'il a déjà une grande maturité dans certains domaines du jeu, que ce soit la technique en mouvement, le placement dans les espaces, un haut volume de jeu également, comme vous le voyez. C'est vrai que ça fait partie des jeunes que tu sens venir. Autant, c'est vrai qu'il y a plein de jeunes, souvent voilà très créatifs, tu te dis ouais, mais bon, il faudrait qu'il soit plus juste, plus sérieux, etc. Autant lui à son âge, avoir déjà les qualités qu'il montre et ce volume-là, c'est très intéressant. Bonne attitude en plus de ça. Je vois, enfin le peu d'articles que j'ai vus sur lui, je voyais c'est un joueur qui donne le sourire, etc. Que ses coéquipiers apprécient. Donc voilà, hâte de suivre son retour à Reims et de voir si des gros clubs vont bouger sur lui. Passons aux défenseurs et ouvrons la marche avec une très belle surprise. Alors, pas dans le sens où j'ai été surpris de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas forcément regardé énormément de matchs de Reims cette saison. En effet, quand je les ai regardés, par contre, j'ai bien aimé les performances d'Agbadou, mais en fait, c'est surtout dans son bilan statistique. Il ressort dans le top européen sur son profil de centrale moderne, grosse activité défensive, fort dans les duels au sol, donc du progrès à faire dans les airs, mais pour le reste, malgré ses fautes, il reçoit peu de cartons. Et puis voilà, c'est surtout les qualités du central moderne qui sont mises en avant. Élite dans le jeu vers l'avant avec ses passes, des mètres gagnés, mais également élite balle au pied dans la prise d'initiative, le fait de faire des courses avec ballon. J'ai regardé en détail au niveau du jeu de passe, c'est surtout les ailes du terrain qu'il va aller chercher, mais il y en a quelques-unes bien sympas dans l'axe, et en plus, il y en a bien une qui nous a marqué, je pense, c'est celle face au PSG, la passe décisive là qui casse 3 lignes et qui fait passer le ballon du milieu de terrain au dernier mètre adverse. Pour vous faire une idée de son activité, il a disputé 302 duels cette saison, air et sol confondus, avec une réussite, donc comme on l'a dit, plus mitigée dans les airs, mais bien au-dessus de la moyenne au sol, puisque la moyenne elle se trouve à peu près à 66%. Fin de contrat en 2027, 26 ans. Si tu peux avoir un joueur comme ça pour moins de 20 millions, ça peut être tentant. Le prochain, c'est un peu son opposé. Étienne Youté du Havre, 3 fois moins de duels disputés, une activité défensive donc très mesurée, mais par contre super solide dans les duels. En même temps, le mec a 22 ans, 1m95, 91 kg, voilà, ça pose les bases. Si on regarde son profil statistique, comme je vous le disais, il est identifié stopper, donc il n'y a pas nécessairement ce jeu progressif, ce pressing, mais par contre, c'est un gars qui va pas te laisser gentiment passer. Je l'ai trouvé solide dans les matchs que j'ai pu voir, où il était vraiment ce dernier rideau, ce dernier rempart avant d'aller au but, et où il a pu stopper pas mal d'adversaires. On n'a pas entendu parler de lui médiatiquement, enfin moi j'en ai pas entendu du tout même, mais c'est vrai que du côté des analystes, il a commencé à attirer l'attention, et au vu de sa valeur marchande, le fait aussi que ce genre de profil puisse se raréfier avec l'évolution du jeu, c'est un joueur qu'il va falloir suivre et qui, malgré la 15e place de son équipe, a su, selon moi, se montrer et ressortir. Un autre qui est ressorti également, un Havrais encore, donc mon dernier défenseur de la vidéo, c'est leur latéral gauche, Christopher Opéry. Même chose pour lui, il a réussi à ressortir dans l'équipe, identifié comme latéral meneur, selon mon algo, donc comme un peu les Quentin Merlin, c'est des latéraux qui vont apporter par la passe. Alors, en soi, offensivement, il a créé 5-6 occasions, mais c'est surtout dans le jeu. Quand tu regardes ses passes vers l'avant dans certains matchs, il y a vraiment cette volonté verticale, surtout pour lancer ses joueurs, ses coéquipiers dans son couloir. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de pertes. Pertes, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est passes manquées, contrôle manqué, dribble manqué, etc. Faudrait progresser sur ça. Après, il est aussi dans une équipe qui est pas mal dominée par les adversaires. Donc forcément, c'est plus dur de conserver les ballons. Tu es obligé de prendre des risques.
Mais ouais, il a quand même su se montrer intéressant. Il a mis ses 3 buts, il ressort aussi très bien dans les duels, comme vous le voyez, et plus particulièrement dans les duels aériens, où il est dans l'élite dans le domaine. Voilà pour mes propositions, l'équipe. Il y a des joueurs dont j'ai volontairement pas parlé, Julien Ponceau par exemple de Lorient, mais que je garde pour de potentielles prochaines vidéos. C'était là l'occasion d'en présenter quelques-uns, de montrer aussi que même dans les plus petites équipes, il y a toujours des joueurs intéressants et des bons coups à faire. Je risque de faire pas mal de vidéos mercato cet été, forcément. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez me donner de la force avec un abonnement, un like, un partage. Et moi, je vous dis à bientôt l'équipe.